inclusive, quelle réalité à l'heure du Covid-19. Je fais une très brève introduction. Pendant la crise du Covid, plusieurs des processus participatifs ont été arrêtés pour quelque temps pour être repensés dans de nouvelles conditions. Ces temps de suspension, ce n'était pas un temps mort, c'était aussi un temps pour aider la société civile à coordonner mieux des actions solidaires auto-organisées, mais était aussi un temps pour repenser les formats de la participation à partir d'une nouvelle vision écosystémique des différentes formes d'engagement des citoyens. Un exemple que j'ai fait, qui vient de ma réalité, au Portugal, l'association des collectivités locales participatives, qui s'appelle RAP, s'est engagée dans une enquête sur les actions d'inclusion des acteurs sous-représentés dans les dispositifs participatifs. Et aussi une action d'analyse de la capacité d'inclusion des websites qui sont devenus beaucoup plus importants qu'avant, pendant les périodes où les contacts physiques étaient plus limités. Les résultats de ces deux recherches ont été discutés dans les réseaux par les maires, et les maires adjoints et les fonctionnaires publics, avec des webinaires et des séminaires online pour comprendre les implications des résultats de cette enquête. Pour aller vite, ces résultats montrent que la majorité des villes considèrent la capacité d'inclusion pas comme une action pour augmenter la diversité de participants, mais comme une aide plutôt donnée à ceux qui sont plus faibles et vulnérables. Mais en même temps, l'idée de marginalité et de vulnérabilité, elle est très variable et très élastique au sein des différentes collectivités locales. Aussi que, et en même temps, les websites sont considérés des outils, mais ne sont pas imaginés comme aussi un miroir où la société locale se peut refléter et rencontrer une complexité sociale. Et alors, par exemple, les images et les langages se sont révélés pas inclusifs. Aussi, plusieurs des villes qui ont des comités pour l'égalité de genre n'ont pas construit un langage gender sensitive, non, sensible au genre dans ces travaux. Et alors, je voudrais que chacun et chacune de vous pourrait, dans ces 10 minutes qu'on a ici pour chacun, et en attendant aussi d'avoir un quart d'heure au moins pour pouvoir discuter avec les autres personnes dans la salle, nous puissions compter votre expérience autour de 3 points. Premier, la capacité de discuter et coordonner sa vision d'inclusivité des dispositifs participatifs dans les localités où vous travaillez. Comme dans ce cas d'un réseau, il sont plusieurs des localités. Le deuxième point, c'est comment l'émergence du Covid a impacté l'inclusion dans votre territoire, s'ils sont émergés de nouveaux acteurs ou actrices, disons, marginalisés par les périodes du Covid, et quel type de nouvelles exclusions multiples, non, vous devez prendre en compte dans votre territoire. Le troisième, c'est, pour terminer bien, autonome ou coordonné par les autorités publiques des citoyens pour aider à augmenter l'inclusivité de votre pratique de solidaire et de participation en dialogue avec les bénéficiaires. Aussi, on peut conclure un peu avec une image positive aussi de ceux qui ont un phénomène aussi négatif à emporter dans notre capacité de comprendre les valeurs et l'importance de l'inclusivité,
plusieurs des auteurs qui travaillent la démocratie participative définissent comme une democratic common, non? Comme une bien commune démocratique de notre processus. Un dialogue avec des autres, comme la capacité de contrôle populaire, et la transparence, mais l'inclusivité est un élément fondamental de notre processus. Et j'espère que dans votre intervention, vous pouvez mettre ça en relève. Alors, je vais suivre la liste qu'on a ici. Et je commence avec Ando Tania, qui est chercheur et professeuse à l'Université de Boigny, à l'Institut d'ethnosociologie de Côte d'Ivoire. Après, on aura Laure Donaway, maire Donaway, excusez-moi, maire de Mayo, ici en Côte d'Ivoire aussi, et Annabelle Breton sera substituée par le coordinateur de service de projet de participation de la ville de Grenoble en France, et le dernier sera M. Jean-Jacques Yapo, de la OVIC aussi, l'association qui réunit les collectivités locales ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous commencez? Merci. Je vous renseigne quand ça manque 2 ou 3 minutes, si vous pouvez réorganiser les pensées sans être coupé. Okay? Merci. Merci. C'est un honneur pour moi de participer à cette 20e conférence de l'OIDP et j'interviens en tant que sociologue. Et effectivement, moi, l'accent, c'est de mettre plus l'accent sur les réalités sociologiques, les réalités sociales dans la ville d'Abidjan concernant cette pandémie. Et donc, je passe vraiment pour gagner du temps. Je viens directement dans le vif du sujet. Il faut comprendre que lorsqu'une maladie apparaît dans un environnement, il y a la population qui a toujours des perceptions, des représentations qu'elle a sur la maladie. Et ce sont ces perceptions-là qui orientent les comportements de ces populations. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que selon le temps, les espaces, les populations ont développé différentes stratégies. Voilà, pour lutter contre la pandémie. Et dès l'apparition du virus en mars 2020 en Côte d'Ivoire, on est passé d'une panique générale à une maintenant banalisation face à la maladie. Et selon les espaces, les quartiers, les catégories de population, on constate que les mesures barrières ne sont plus respectées. Alors, nous avons investigué 3 espaces selon leurs caractéristiques. Et on a investigué l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est notre lieu de travail, parce que dans les premières heures, il y avait des dispositifs, il y avait des mesures qui avaient été prises en compte, les mesures barrières, donc la distanciation physique, le dispositif de lavage des mains, etc. Le marché, et on considère que l'université est un lieu par excellence de connaissances, donc on suppose que ce sont des mesures qui seraient respectées d'emblée par les enseignants, chercheurs et les étudiants, ce qui n'est pas le cas encore. Le marché Gouro d'Adjamé, qui est un autre espace, qui est aussi à la fois un lieu de concentration de personnes venant d'horizons divers et donc un lieu aussi d'activité économique. Là-bas aussi, le constat a été fait qu'au fur et à mesure, les mesures barrières ne sont pas respectées. Un quartier précaire aussi a été investigué, donc le quartier de Mossikro. Donc là, on parle de promiscuité des habitations et aussi de souvent manque d'approvisionnement en eau potable, mais malgré tout, les mesures barrières ne sont pas respectées. Donc dans ces 3 espaces différents, on voit que ce sont les mêmes comportements, c'est-à-dire le non-respect des mesures barrières. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des normes ont été instituées autant au plan institutionnel, donc par l'État, la fermeture des écoles, des universités, des lieux publics, etc. Ça, ce sont des normes institutionnelles. Des normes biomédicales ont été instaurées, c'est-à-dire justement le port du masque, le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique et tout ça.
Mais il y a des normes aussi développées par la population elle-même, qui sont complètement en déphasage avec ce que proposent, comment on dit ça, ces normes institutionnelles, comme on pourrait le dire. Alors, il y a l'automédication qui avait été faite dans les premiers jours, donc l'utilisation de décoctions, de la quinine, des feuilles de Nîmes, etc. Se dire aussi que se mettre sous le soleil pourrait, comment dire ça, empêcher la propagation du virus. La libre circulation aussi des personnes empêche la propagation du virus. Même se faire des accolades, porter le masque comme je le fais sous le menton est une norme développée par la population. Donc, on porte plus le masque pour avoir accès à certains lieux ou bien pour ne pas être... mais quand on quitte certains lieux, on les enlève automatiquement. Donc, ce n'est vraiment pas pour une protection, une prévention. Alors, quelles sont les normes, les perceptions plutôt qui ont été développées lors des entretiens un peu avec ces différentes catégories sociales que sont même dans ces 3 espaces? Alors, la première perception remarquée, c'est qu'il y a une inexistence du virus. C'est un virus aussi qui est fabriqué et qui a une origine chinoise. C'est une maladie aussi qui ressemble au paludisme, à la grippe. C'est un montage des États africains pour bénéficier des ressources financières. Le Covid ou la Covid est devenue comme une source de business. La promiscuité aussi entre les personnes n'est pas source de contamination. Donc, plus on est proche, plus il n'y a pas de contamination qu'on peut relever. Et c'est un virus qui n'attaque pas les Africains. Voici encore une conception. C'est un virus qui n'attaque pas les pauvres. Et malheureusement aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire, les cas de Covid détectés étaient dans les quartiers dits riches. Et dans les quartiers dits populaires, on n'avait pas encore détecté de cas. Donc, ce qui me tient cette pensée de dire que c'est un virus qui n'attaque pas les pauvres. C'est une maladie des personnes aisées. C'est un virus qui cible les personnes âgées. Et c'est une maladie de grande puissance. Et c'est une maladie du Covid. Cette maladie, plutôt, est une arme de domination des Occidentaux sur l'Afrique. Et c'est un virus qui ne supporte pas la chaleur. Et concernant le vaccin a été mis en place pour tuer la population. Et même dans le milieu universitaire, il y a un grand centre de vaccination qui a été implanté au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais le constat qui est fait depuis son implantation, depuis quelques semaines, il n'y a pas d'affluence, malgré la forte population de l'université, il n'y a pas d'affluence pour la vaccination. Ça, c'est déjà des éléments en fait qui nous sont ressortis un peu pêle-mêle. Je pense que dans les discussions, on pourra encore mieux approfondir certains aspects. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez été plus vite de votre temps aussi. Vous avez le droit à répondre après aux questions. D'accord, il n'y a pas de souci. OK. Merci. Madame Laure? Oui, bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation de la commune, mais je vais enlever le masque. Je suis la sénatrice de la région de l'Anawa et maire de la commune de Mayo. Mayo se trouve dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une zone agricole à 80%. Elle est située à 380 km d'Abidjan et son territoire est de 200 km², une population de 30 000 habitants. Nous savons que la Côte d'Ivoire a été frappée par la pandémie, comme tous les pays au monde. Qu'est-ce que nous avons fait à Mayo pour pouvoir contenir l'épidémie? Il faut savoir qu'à Mayo, il n'y a eu aucun cas de Covid. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation à travers la radio, les différentes communautés. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile. Le port du masque, les distanciations sociales. Comme on sait, chez nous, en pays BT, les funérailles sont importants dans la société. Donc, comment contenir, faire comprendre à nos parents qu'il ne fallait pas mettre en pause, comme on dit, les funérailles. Mais on a pu, en fait, contenir cette épidémie, mais aussi nous avons remarqué quel est l'impact que ça a eu dans notre commune. Nous n'avons eu moins de taxes niveau commerce parce que le Grand Abidjan était fermé. Donc, les commerçants avaient du mal
à pouvoir avoir leurs marchandises. L'impact social, il y a eu moins de cohésion sociale. La mairie a moins fait de, on va dire, le football, tous les impacts des fêtes, tout a été annulé. Donc, il fallait contenir le lien avec la population. Qu'est-ce qu'on a mis en place à la mairie? On a développé, on s'est rendu compte que le numérique était peut-être la solution, mais est-ce que la population était adaptée à recevoir ce numérique? Nous sommes en zone rurale. Ça n'a pas toujours été facile. Qu'est-ce qui a été positif dans le Covid? Les services de la municipalité et les services concentrés et déconcentrés ont dû travailler ensemble, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Entre la région, les communes, on a eu aussi des discussions pour pouvoir voir localement comment faire pour gérer cette épidémie. Il faut savoir que quand on parle de ville inclusive, moi j'ai du mal à l'accepter dans ma commune parce qu'une ville inclusive dit que toute la population doit avoir accès à un cadre, l'emploi, le transport urbain, l'habitation sociale, et ne pas faire de différence entre les différentes couches de la population. Mais on sait que Mayo est une petite commune. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, on ne pourra pas devenir une ville inclusive parce que le maire aujourd'hui n'a pas tous les leviers pour le développement de sa commune. Voilà ce que je voulais dire. Je vais passer la parole à mon... Je vous redonne la parole. Voilà. Merci. Nettoyer ça aussi pour vous. OK. C'est ça. On va faire comme ça. Relax. Tu as parlé dans toutes les conférences avant. Okay. À vous, c'est bien pour vous? Excusez-moi. Bon, il n'y a pas de problème. Non? Il n'y a pas de problème. OK. Alors, je ne vais pas peut-être revenir. Je suis Yapo Jean-Jacques, directeur général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas certainement revenir sur ce que docteur et madame le maire ont dit, pour qu'on gagne aussi en temps. Je voulais juste rappeler que l'inclusivité est non seulement politique, mais aussi cette politique doit être participative. Alors, madame le maire, je vais peut-être rebondir sur ce qu'elle a dit, pour dire que Mayo étant une petite ville ne peut pas être une ville inclusive. Dans l'état actuel des choses, c'est certainement vrai. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a déjà la politique menée par l'autorité locale. Parce que pour nous, l'inclusivité, d'abord en tant que directeur d'une fêtière, c'est de permettre à notre échelon, de permettre à toutes les communes, grandes, petites, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir donc s'exprimer, de pouvoir avoir accès à tous les services rendus par notre fêtière. Ça, au niveau organisationnel, cette inclusivité, nous nous battons pour qu'aujourd'hui, toutes les communes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, moyennes, parce que nous en avons de 3 niveaux, les grandes, les moyennes et puis les toutes petites. Parce que pour nous, une mairie, c'est une mairie. Chaque maire est élu par une population, donc il n'y a pas de grand maire, il n'y a pas de petit maire. Il faut les considérer tous sur le même pied d'égalité. Je crois que c'est la même chose qui se répète sur nos territoires. Les populations sont égales autant qu'elles sont, malvoyantes, handicapées, veuves, orphelins, déshérités, vulnérables de tous bords, hommes, femmes, tous sont égaux et doivent être traités donc de la même façon. Donc s'il y a un service de base qui doit revenir aux populations, il faudrait que toutes les populations en bénéficient. Et qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de favoritisme, mais que tout soit fait dans l'égalité, tout soit fait dans l'équité et que tous aient accès aux mêmes services sur les mêmes lieux, sur le même territoire, ces services délivrés donc par les mêmes autorités.
Aujourd'hui, la question relative à l'environnement, la gestion de l'environnement, aux ODD, appelle à rendre nos villes inclusives. Ça appelle à rendre nos villes inclusives parce que ces questions soulevées par les ODD, surtout l'ODD 11, demandent que les contributions ne proviennent pas d'une frange de la population uniquement, pas des riches, pas seulement des femmes, pas seulement des hommes, mais de l'ensemble des populations qui vivent sur le même territoire, pour que toutes les sensibilités soient prises en compte. Et toutes les sensibilités prises en compte, on puisse adresser la question de la meilleure des façons. L'urbanisation grandissante et la démographie grandissante créent des problèmes sur nos territoires, les problèmes liés à l'emploi sur nos territoires. Mais si ce n'est pas traité de façon équitable, on aura toujours des problèmes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a quand même, avec le budget, enfin, avec la participation citoyenne, il y a aussi l'économie sociale solidaire qu'on doit mettre en avant sur nos territoires. Ça peut nous permettre de pouvoir adresser convenablement la question de l'inclusivité sur nos territoires et de pouvoir donc amener toutes les populations à bénéficier des services qui sont rendus. Je voudrais aussi m'arrêter là pour ne pas être long, pour qu'on permette vraiment un bon temps d'échange. Merci. En tant que modérateur, jamais j'ai eu la possibilité de ne devoir jamais intervenir pour couper rien. Mais bon, on va voir si les derniers nous donnent ces possibilités. Tu veux, ok, tu l'as déjà. Okay. Donc, effectivement, ce n'est pas fini. Donc, peut-être il va falloir que tu m'arrêtes de parler parce que j'aime beaucoup parler. Donc, manger tous les temps des autres. Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, c'est parfait. Et donc, je représente la ville de Grenoble. Je suis Diego Fernandez et je suis le directeur de la mission démocratie locale. Et je vous prie d'excuser Annabelle Breton, mais on ressent des décalages des horaires. Et les maires et Annabelle partent aujourd'hui en France. Moi, je reste encore jusqu'à la fin de la conférence. Et ils avaient rendez-vous avec l'ambassadeur et le président du Sénat. Donc, ils sont dû partir avec les maires des Cocody aussi. Je vais reprendre un peu les discours qu'Annabelle Breton avait préparés pour cette conférence. Donc, je vais être sa voix et je vais essayer de répondre aussi aux questions sur la question de l'inclusion. Donc, si je lis, c'est parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est elle qui parle à travers moi. Donc, au Grenoble, la France et le monde entier ont vécu une situation exceptionnelle depuis mars 2020. Ça, certes. Alors que la démocratie était fragilisée avant la crise sanitaire actuelle, et le Covid-19 a encore renforcé les fossés entre les dirigeants et les citoyens. Et ici, comme en France, certainement, la gestion de la crise sanitaire a été très verticale, avec une prise de décision qui venait d'un groupe très concentré de personnes. La conviction de la ville de Grenoble est que la crise sanitaire ne doit pas être synonyme de mise en sommeil de la démocratie et particulièrement de la participation citoyenne. Bien au contraire, c'est dans ce type de situation dans lesquelles la part de chacun d'entre nous, elle doit être mise en avant. Au moment où la crise de confiance s'accentue entre les citoyens et les institutions, il est encore plus urgent d'associer les habitants aux politiques que nous conduisons au niveau local, au niveau régional ou au niveau national, au risque de creuser un peu plus les fossés qui ont sans s'élargir et s'installer d'une défiance de plus en plus forte vis-à-vis de l'État et par extension vis-à-vis des élus et des institutions. Votre exposé montre bien la méfiance qui a la population envers les discours officiels et envers les institutions qui nous présentent une certaine vérité de la réalité. Durant cette période, il a été plus que nécessaire de ne pas abandonner nos outils de participation déjà existants. Grenoble, on a un environnement de la participation qui est riche et qui fonctionne bien. Et c'est pour ça que malgré la crise sanitaire, malgré les confinements successifs, on a souhaité, on a réussi à maintenir
l'édition, par exemple, du budget participatif qui était en cours l'année du début de la crise sanitaire. Au premier confinement, donc, on a dû adapter pour favoriser l'inclusion des habitants dans la mise en œuvre de ces dispositifs. On a créé des rendez-vous numériques, des budgets participatifs à travers lesquels les personnes pouvaient dialoguer autour des projets et des initiatives qu'ils présentaient. Cependant, des exclusions émergent. Une d'elles est l'exclusion numérique, la fracture numérique. Pas toutes les personnes à Grenoble ont l'accès à Internet ou un ordinateur ou n'ont pas la connaissance pour accéder et utiliser ces outils. Pour pallier à cette exclusion qui était apparue très présente dans ces dispositifs qu'on a souhaité maintenir, il a fallu qu'on crée des lieux d'accueil physiques pour accueillir les personnes qui n'ont pas accès et qui souhaitaient se déplacer pour qu'ils puissent participer avec les autres personnes. Donc on a créé des sites en ville pour les accueillir. Je ne vais pas m'étaler là-dedans, mais après on pourra discuter. Les éditions continuent de s'enchaîner et nous avons lancé aussi à la suite la 7e édition du budget participatif et les personnes ont déposé des projets et on va voter en juin-juillet de l'année prochaine. Pour favoriser l'inclusion dans les budgets participatifs, je le rappelais dans les précédents panels au tout début, et le budget participatif justement est ouvert à tout résident sans condition de nationalité à partir des 16 ans, justement pour pallier aux exclusions existantes dans un système institutionnel où la démocratie représentative elle est seulement exercée par les citoyens et citoyennes formellement reconnus par l'État. Donc, les budgets participatifs, je continue avec cet outil phare, transforme réellement la ville grâce à des projets de solidarité écologique et citoyens qui sont portés par les habitants. Je ne vais pas m'élargir sur le budget participatif, on a parlé déjà longuement ce matin, mais on a d'autres dispositifs qu'on a souhaité aussi développer parce que pas toutes les personnes ne vont participer au budget participatif. C'est un engagement long, dur, et qui implique une prise de parole publique et des réseaux pour être choisi. C'est ainsi qu'on a développé, justement pour favoriser au plus près des personnes, et particulièrement dans les quartiers les plus populaires, des chantiers ouverts au public. Qu'est-ce que c'est les chantiers ouverts au public? C'est des espaces de mobilisation des habitants et des agents municipaux pour transformer les cadres de vie dans la proximité. Ce sont des aménagements qui sont imaginés, créés ensemble. C'est une démocratie contributive, une démocratie dans le faire, et dans lesquelles non seulement on fait, mais on partage nos savoirs, nos connaissances et nos capacités. Pour aller plus loin dans l'inclusion sociale et dans l'inclusion de toutes et tous dans les dispositifs de participation, en 2018, et ça, vous allez voir pourquoi je reviens sur cette question-là à l'heure de la crise sanitaire, on a développé ce qui s'appelle les ateliers des projets. Les ateliers des projets, c'est des dispositifs de conventions citoyennes, disons, actuellement, dans lesquels des habitants tirés au sort se penchent sur des politiques publiques spécifiques pour donner des préconisations grâce à une délibération collective et à un accompagnement autour de ce type de politiques. On a réalisé 3, dont un sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées en situation de précarité. Et je vous parle de ces ateliers parce que l'inclusion passe aussi par une sorte de donner la possibilité à n'importe qui et à toute personne, voilà, je savais que j'allais parler beaucoup, voilà, et de venir participer et prendre part au débat public. Les tirages au sort, c'est une manière de favoriser aussi la participation des personnes qui ne viendraient pas volontairement à travailler sur les dispositifs de participation citoyenne.
Et je vous parle du tirage au sort parce que, et revenons au contexte de la participation citoyenne pendant la crise sanitaire, il était nécessaire aussi pour la ville de Grenoble d'associer les citoyens à la gestion de la crise sanitaire et de créer aussi l'occasion d'un rebond démocratique malgré la difficulté à se rencontrer dans l'espace public, dans le débat public, dans les réunions publiques. En France, c'était pas, je ne sais pas si c'était comme ici, mais comme dans d'autres pays européens, on était véritablement enfermés pendant des mois. Donc on ne se rencontrait pas du tout. Pas du tout. Et cependant, en utilisant les subterfuges de la loi, il y avait des autorisations pour se déplacer, parmi lesquelles il y avait les réunions dans le cadre de gestion de la crise sanitaire. Nous, on a créé une convention citoyenne avec des habitants tirés au sort sur liste téléphonique représentant les 6 secteurs de la ville et avec des critères d'âge et des critères sociaux particuliers et permettant la présence des différents strates de la société, mais aussi des différents âges, dans un cadre paritaire. Donc, il y avait 52% des femmes et 48% d'hommes, pour les réunir une fois par mois, entre les mois de novembre de l'année dernière et les mois d'avril de cette année, pour les associer à la gestion de la crise sanitaire, qui était aussi accompagné par ailleurs par un comité d'expertise locale. Il me reste 10 secondes. Et je vais dire, en fait, je ne vais pas aller plus loin sur cette question, mais peut-être dans les réponses, on va aller plus loin. Seulement dire que la crise sanitaire, en fait, ça a dévoilé aussi, disons, les trous dans la raquette qu'on avait aussi dans la participation citoyenne, et qu'aujourd'hui, on les prend comme une opportunité pour se re-questionner et repenser comment être beaucoup plus inclusif, mais au-delà de cette crise. Demain. Voilà, merci beaucoup. 10 minutes. Ouais, parfait. C'était parfait, je ne t'ai pas coupé. Je t'ai donné un avis, mais tu as respecté tout. Bon, je crois que la première chose qu'on peut faire, c'est d'ouvrir la salle, si on veut, parce que c'est important de savoir votre vision et votre préoccupation sur ce sujet-là. Alors, on commence, s'il y a quelqu'un aussi fatigué, avec d'envie d'aller manger, mais qui veut faire des questions, à partir de votre vision aussi, pas seulement des professionnels, mais aussi des citoyens, non? Que dans chaque ville, vous avez vécu cette absence un peu de dialogue qui est encore plus important dans la phase de la reconstruction. Mais non, parce que il y a un texte très intéressant d'ex-président de la Cour constitutionnelle italienne, Zagrebelski, qui dit on a accepté les top-down dans les périodes de l'émergence, mais dans les périodes de la responsabilisation pour la reconstruction, on ne peut pas utiliser les mêmes moyens. Et alors, c'est comment ce passage, cette transition-là, comme vous l'avez vécu autant que citoyen, quelles sont votre questions aux maires, aux chercheurs sur ce type de questions? Voilà, prenez là. Je crois que pour la traduction, vous avez besoin de parler, vous pouvez le donner ça? Ok, merci. Est-ce que les interprètes ont besoin du micro? Bonjour à tous, merci aux panélistes. Je me nomme Bibli Boris, étudiant en droit public. Déjà avant d'aborder ma première préoccupation, je voudrais savoir ce qu'on appelle ville. Qu'est-ce qu'on appelle ville? Je m'adresse d'abord au DG de l'UVIC aussi, vu que dans notre organisation administrative, on n'a plus les villes en tant que collectivité territoriale. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on appelle ville et est-ce qu'il y a une différence entre commune et ville. Et ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, encore au DG de l'UVIC aussi, avant la COVID-19, quelle lecture est-ce que vous faisiez de l'inclusivité dans les différentes collectivités territoriales? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelles ont été les actions de l'UVIC aussi pour résorber les problèmes d'inclusivité? Voilà, ce sont mes préoccupations.
Merci beaucoup. S'il y a des autres, on va prendre quelques questions et après faire un tour de table. Oui, messieurs? OK. Moi, c'est Naounou, M. Naounou. Je suis maire de Grandes Actrices, pas loin de Mayo. Ce que je voudrais dire, c'est que la COVID-19 a pris de coup pratiquement tout le pays, y compris nous, les maires qui avaient en gestion nos communes. Et si bien que nous qui dépendons majoritairement du pays, du budget national, on avait des difficultés à recevoir nos subventions. Mais au-delà de ça, nous avons eu des problèmes. C'est-à-dire les maires n'avaient même pas la possibilité de se déplacer facilement pour partir d'Abidjan dans sa commune. Il faut avoir une autorisation. Et à un moment donné, c'était difficile même d'avoir les autorisations pour accéder à nos communes. On se débrouillait tant bien que mal. Et c'est lorsque c'est officiel la sortie, c'est lorsque l'État, à travers nos régions, à travers les présidents des régions, nous distribue disons, ce qui est nécessaire, notamment les cache-nez, le gel à distribuer aux populations. C'est à ces occasions que nous nous déplaçons. Et effectivement, à cette occasion, nous sommes censés recenser les personnes qui ont droit effectivement à ce que nous distribuons en matière sanitaire. Et ce sont, pour la plupart du temps, les personnes vulnérables, c'est-à-dire les plus âgés, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont, disons, les handicapés. Et ce sont ces personnes-là qu'on prend déjà en compte avant d'en distribuer à tout le reste de la population. Mais en plus de ça, nous-mêmes maires, c'était pratiquement une course ou bien un genre de campagne en même temps. Parce qu'on était obligés nous-mêmes de faire des gestes de sorte que les populations peut-être soient sensibles à ce que nous faisons pour l'avenir. Donc là aussi, nous en avons distribué en tout cas pas mal nous avons participé en tout cas en grande partie à entretenir nos populations qui, dans le même temps, n'étaient plus à même de se satisfaire totalement du point de vue des activités qui étaient au ralenti à tout point de vue. Bon, voilà ce que je voulais ajouter, que l'État ne nous a pas véritablement permis de faire notre action demain au niveau de nos communes. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, là. Oui. Bonjour à tous. Ma question porte sur l'intervention de Madame le maire de la commune de Mayo, qui, dans son intervention, est revenue sur la compétence liée des communes qui était un frein pour atteindre la ville inclusive. Voilà. Elle était plutôt pessimiste quant à l'idée de ville inclusive. Ma question est donc de savoir si la libération, sinon le transfert des ressources par l'État central aux communes est l'unique condition pour atteindre la ville inclusive. Ne peut-on pas passer par d'autres thématiques comme la gestion participative et autres? Merci. Encore une question? OK. Oui. Là-bas. C'est bien. Je suis M. Koulibaly de Cool Corporate, qui est en son sein média Abidjan News. Je suis le directeur. En fait, je voudrais prendre la spécificité de la ville de Mayo.
Ma question va directement au maire de Mayo. C'est une question qui sera peut-être, la réponse sera contributive. On a remarqué que Mayo a une certaine spécificité comparée aux autres villes. Ce qui a réussi à Mayo pourrait réussir ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les secrets? Comment vous avez fait pour, comment on appelle, partir de là où Mayo était et la mettre aujourd'hui dans une certaine situation où Mayo a vu aujourd'hui comme inscrite dans la durabilité? Si vous pouvez nous donner vos secrets, vraiment, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite ronde. Si je peux, j'ajoute une petite chose. Il y a eu plusieurs de questions qui retournent sur la question de la gouvernance multiniveau, que c'était un des grands problèmes de cette crise. Pendant la gouvernance multiniveau, il y a des accords et des désaccords, non? Il y a quelques moments que la tension entre l'État central et les municipes et les collectivités locales a été forte. Je pense à des contextes comme le Brésil, les États-Unis, par exemple, où il y avait une bataille entre l'État, les régions et les municipalités pour le bien des citoyens, non? Alors, ce n'était pas comme ça dans tous les pays, mais je me demande, dans les moments de désaccord, quelles ressources ont représenté les citoyens pour vous, administrateurs de réseaux des collectivités locales, pour se poser devant l'État avec plus de force que cette situation d'être de corps périphériques, non, de l'État. OK. Alors, je dirais, je commence de madame, peut-être... Non, de vous, on va... OK. Le nettoyage. Vous avez le spray? C'est encore. C'est un travail coopératif. C'est la participation citoyenne et puis voilà. Alors, merci pour la question. Effectivement, dans le régime précédent, la Côte d'Ivoire était à 5 niveaux de collectivité, dans laquelle étaient inscrits donc les villes, mais il y avait aussi les communes. Et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons faire une différenciation entre la commune et la ville? Dans l'absolu, nous pouvons dire non. Mais si nous rentrons dans des définitions un peu spécifiques qui ont attrait à certains services et à une taille de population ou à certaines autres considérations, on peut trouver quand même une certaine différence entre la ville et la commune. Mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus parce que les définitions, on peut les avoir un peu partout. Mais par contre, je veux rester sur la deuxième question, qui est ce qui a été entrepris par la commune avant la pandémie. Et puis, qu'est-ce qui est fait donc, avant la pandémie, pendant la pandémie. Alors déjà, il faut noter que les questions d'inclusivité sont des questions assez nouvelles, comme la question de la participation, pour nous, en Côte d'Ivoire, dans la gestion des collectivités. Ce sont des notions nouvelles parce que notre décentralisation est encore très jeune. Nous sommes passés à la phase active de la décentralisation. Peut-être on pourrait prendre 1985 comme date de référence où on a démultiplié le plus grand nombre de communes en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu donc 2001. Et donc aujourd'hui nous sommes à 201 communes. Mais nous avons peut-être en 2018 ajouté 4 autres nouvelles communes. Mais c'est pour dire que notre décentralisation est encore très jeune et en marche. Et comme Madame le maire de Mayo l'a dit, ce n'est pas qu'elle fuit sa responsabilité, mais il y a une part de l'administration de l'État. Parce que
Aujourd'hui, créer l'inclusivité sur nos territoires, je l'ai dit, c'est mettre l'humain, l'être humain au centre des préoccupations de l'administration municipale. Mais l'administration municipale ne peut mettre l'humain au centre de ses préoccupations que si elle a les moyens financiers pour pouvoir adresser les questions que posent ces populations. Les questions liées à la gestion de l'environnement, c'est une grosse problématique. La gestion des déchets est une grosse problématique. Même si aujourd'hui nous intégrons la dimension participative dans la gestion des déchets au niveau local, il va sans dire qu'il y a quand même un volet financier qu'il ne faut pas ignorer. Et ce volet financier, je prends le cas de l'ANAGED, enfin de la gestion des ordures, parce que c'est frappant. Aujourd'hui, l'État a créé une structure qu'on appelle l'ANAGED, qui reçoit donc l'ensemble des taxes prélevées pour la gestion des ordures en Côte d'Ivoire. Mais si vous voyez avec moi, l'ANAGED n'est pas présente dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Et pourtant, la question de la gestion des ordures est une question cruciale. Allez dans nos villes, ce sont les ordures qui vous accueillent, ce sont les ordures qui vous disent au revoir. On aura beau impliquer les populations, s'il n'y a pas la dimension financière qui accompagne, je ne dirais pas que ce serait peine perdue, mais le travail sera assez long. Alors que si aujourd'hui, l'État équipe les communes en décharge, les dots de matériel d'enlèvement et de transport d'ordures ménagères, les populations pourront faire leur part. C'est en cela qu'elle a dit que l'inclusivité n'est pas pour aujourd'hui si l'État ne fait pas sa part. Sinon, en termes de volonté politique des maires, aujourd'hui, ça se ressent. Hier, ce n'était pas ça, mais aujourd'hui, aucun maire, aucun élu, qu'il soit municipal ou régional, ne peut déployer une politique locale sans intégrer les déshydratats de leur population. Donc, l'inclusivité avant la Covid existait. Ça s'est encore plus creusé à cause des difficultés financières et à cause de tout ce qu'on a eu comme préjugé, que Madame a donné comme préjugé des populations. Si vous vous rendez compte aujourd'hui, depuis que la Covid est arrivée, il y a des personnes qui ne sont plus jamais arrivées à Abidjan. Parce qu'elles se disent que la maladie se trouve à Abidjan et qu'elles ne veulent pas de cette maladie, donc elles ne voyagent plus. Elles sont dans leur contrée et voilà. Il y en a qui aujourd'hui ont, comme elle a dit, ont une peur, une phobie des quartiers riches, qui ne sortent pas de leur quartier. Et par contre, à l'intérieur des quartiers dits pauvres, il y a des pratiques qui en disent long. Donc, il y a que cette maladie est venue aggraver une situation qui déjà était assez fragile. Qu'est-ce qu'on fait pour y aller ou pour régler la situation? C'est pourquoi nous avons proposé que, en plus de la participation citoyenne, on tienne compte de l'économie sociale solidaire qui met au cœur de son action l'être humain, mais qui met en adéquation les activités économiques et les activités sociales, de sorte à répondre aux besoins des populations et de ne pas faire de, je dirais, de ne pas faire de choix entre les populations, mais d'intéresser toutes les populations, quel que soit leur bord, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur spécificité, les intégrer donc au développement de la ville. Et aujourd'hui, les questions, j'ai parlé de déchets, mais je parlerai des questions j'ai parlé des questions d'emploi quand j'exposais, mais il y a beaucoup d'autres questions qui demandent l'intégration de toutes les composantes de la cité pour être résolues. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question. Donc, pour me résumer, il y avait une situation,
La maladie est venue aggraver la situation. Aujourd'hui, il est question qu'il y ait une réponse locale. Et je voulais peut-être m'appesantir là-dessus. Il y ait une réponse locale. Et la réponse locale ne peut venir que d'une intégration de toutes les composantes de la cité à la résolution, à la recherche de solutions pour les problèmes qui sont posés. Merci, Monsieur Diapo. Pour la ville inclusive, ça marche? J'ai des doutes sur la ville inclusive, mais j'ai de l'espoir aussi, parce que sinon, ça ne sert à rien de commencer aujourd'hui. Mais je veux dire qu'une ville inclusive, elle dit qu'il faut intégrer les minorités. D'accord. Aujourd'hui, structurellement, Mayo est une ville, comme je dis, elle n'est pas inclusive parce que les infrastructures que l'État doit mettre en place pour les minorités n'est pas faite. C'est pour cela que je dis que la vie inclusive, c'est aussi que la société civile prenne sa place dans la ville inclusive. Il n'y a pas que le conseil municipal, il n'y a pas que les maires, mais aussi la société civile, les associations, les ONG. Toutes les différentes composantes de la société doivent intégrer le plan de gestion de la ville, participatif ou pas. Mais c'est des nouvelles mentalités à mettre en place parce qu'avant, on avait le maire, les habitants et il n'y avait pas de communication. Mais aujourd'hui, nous, à Mayo, on fait des conseils municipaux tournants. Dans chaque quartier, on va exposer les projets qu'on a à faire. On fait des budgets participatifs en faisant des consultations populaires avec la population parce qu'en fin de compte, moi, je suis qu'en CDD à la mairie. La population m'a élu, mais c'est leurs besoins que nous pouvons mettre en pratique. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous les consultons énormément. Mais sur le plan de la santé, ce ne sont pas mes prérogatives. J'ai 30 000 habitants. J'ai des femmes qui vont accoucher. Il y a des femmes, des hommes ou des jeunes qui vont avoir des opérations. À Mayo, il n'y a pas d'hôpital. Il y a un CSU, centre de santé urbain, pour 30 000 personnes. Ils sont obligés de faire 45 km pour aller voir le dentiste, pour aller voir un gynéco, pour faire une échographie. Comment vous me dites que la ville inclusive, elle existe? On doit mettre des pratiques en place, mais seulement on doit s'adapter. Parce que la ville inclusive de Grenoble n'est pas la ville inclusive de Mayo. Parce qu'il faut qu'on prenne en compte notre différence culturelle, notre différence de communauté. Parce qu'on sait que chez nous, on est régi par des communautés. Tout cet ensemble fait une ville. Donc comment nous allons faire en sorte que cette ville devienne exclusive? On a jusqu'en 2030 sur les ODD pour y arriver. Quand le monsieur me dit quel est le secret pour Mayo, je pense que c'est l'humain le secret. Il faut intéresser la population à sa ville. Qu'est-ce que je fais dans ma ville? Qu'est-ce que j'apporte à ma ville? Parce que nous ne pouvons pas faire tout. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, sur les réseaux sociaux ou dans la ville au quotidien, les maires sont taxés de tout. Les ordures, c'est le maire. Mais aujourd'hui, vous avez vu le dernier recensement qu'on a eu en Côte d'Ivoire en 2014. Mayo a été pénalisé. Nous sommes 30 000 habitants, mais on nous a dit, quand le recensement a été fait, on a reporté 9 000 habitants. Mais c'est une injustice qu'on est obligé de combler jusqu'à la prochaine mandature. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce que c'est vous qui faites vos communes. C'est vous qui devez vous impliquer dans toutes les écoles pour dire qu'à Mayo, dans ma ville agricole, ce n'est pas les mêmes spécificités que la ville d'Assini. Parce qu'eux, ils ont l'érosion, ils ont d'autres problématiques. Mais qu'est-ce qui va nous réunir aujourd'hui? C'est notre ville. Donc, c'est aussi un cri de cœur pour dire que c'est vrai que les maires, partout où on va, on essaye d'exceller et de faire que nos communes soient les premières, parce que personne ne veut être dernier. Aujourd'hui, tous les maires veulent... on a des compétitions entre nous, mais il faut que nos territoires soient accueillants. Moi, un jeune qui veut s'installer à Mayo, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de supermarché. Il va aller à Soubré, il ne va pas aller à Mayo. Or, Mayo, il fait bon vivre, on est dans une zone forestière, il y a moins d'émissions à effet de serre, je pense, à Mayo qu'à Soubré. Mais le jeune que je forme au CP, j'ai un seul collège pour 4000 élèves. Je fais comment pour que ma ville soit... 5 minutes pour aller manger après. Alors,
Oui, c'est ça les papiers. Règles, les mêmes mesures dans tous les pays, dans tous les continents. Chose qui n'a pas été prise en compte, c'est que chaque pays, chaque continent a ses réalités. Et donc, il faut tenir compte de chaque réalité, de chaque culture, parce que ici, par exemple, on ne pouvait pas confiner totalement. On a nos habitudes dans la culture africaine d'être toujours en proximité, de se faire tout le temps des accolades. Donc, la culture prévaut sur le risque même de pouvoir être contaminé. Donc, moi, je pense que dans l'inclusion, il faut tenir compte de cette culture et ne pas appliquer les mesures barrières de la même façon, parce que même à Abidjan ici, chaque commune a ses réalités. Donc les quartiers populaires, pour ceux même qui portaient le masque et qui se rendaient dans les communes de Yopougon ou d'Abobo, étaient regardés comme des personnes, comme qui sont venus de nulle part. Et même quand il y avait eu des cas détectés de Covid dans ces zones populaires, il était dit que ce sont ceux des quartiers riches qui sont allés envoyer ça là-bas. Donc c'est un milieu qui a ses réalités, qui a ses normes. Et pour pouvoir même se conformer, en s'y rendant dans ces lieux-là, souvent même on a tendance à enlever la mesure, c'est-à-dire on enlève le masque pour pouvoir ressembler aux autres. Donc ça c'est une des réalités. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que même à l'université, le centre de vaccination est venu s'implanter, mais sans que même ni les enseignants, ni les étudiants n'aient été sensibilisés au préalable. Et donc, on constate un matin qu'on voit une tente et on dit, bon, allez-y vous faire vacciner. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas d'affluence. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas appliquer les mêmes mesures dans les mêmes contextes, dans les mêmes sociétés. C'est différent. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là et prendre en compte aussi les stratégies endogènes aussi que chaque commune ou bien chaque population développe. Parce que quoi qu'il en soit, chacun se dit que la pandémie est passée, ou bien la maladie est passée chez chacun, mais chacun développe ses moyens pour pouvoir y faire face. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut pouvoir prendre en compte, parce qu'on est dans une société, et nous ce qu'on dit en sociologie, c'est que la sociologie, c'est la science des relations sociales. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte de toutes ces relations dans lesquelles chacun est impliqué et qui, justement, l'expose à des risques. Voilà ce que je pouvais dire un peu. Donc, moi, je ne vais pas être long parce qu'il y a 1 minute, même pas. Donc, je vais vous dire deux choses. En plus, j'ai beaucoup parlé, donc ça va. Je voulais juste revenir sur une chose qui était la touche... non, avant la touche... gay, joyeuse de cette histoire. Giovanni aussi a posé la question, donc, dans les moments de désaccord, de quelle manière les citoyens ont été ressources pour les dialogues dans la gouvernance multiniveau. J'allais dire que dans notre cas, en fait, ça s'est concrétisé sur des situations très, très précises. Par exemple, est-ce qu'il fallait maintenir ouverts les marchés en plein air? Il y a eu des fermetures. Et à la base, il y a eu un décret national pour fermer. À Grenoble, on n'a pas fermé. Et au moment où on a maintenu ouvert, on a créé des dispositions sanitaires très strictes pour accéder au marché. C'était draconien. On ne pouvait pas toucher les aliments. Voilà. On est revenu, deuxième confinement, convention citoyenne, on se pose la question. Est-ce qu'on reprend les mesures sanitaires qu'on avait dans le premier confinement pour maintenir le marché? Le préfet avait sa position, l'État, les conseils scientifiques et la mairie avait sa position pour essayer de faire baisser le nombre de cas, parce que nous, on avait beaucoup de cas quand même. Et là, dans ces cas-là, les citoyens se sont positionnés par rapport à un type de mesures sanitaires et qu'on a continué jusqu'à la fin. Et là, c'était vraiment non seulement de l'aide à la décision, mais une sorte de soutien pour un plaidoyer auprès des instances décisionnaires supplémentaires. Donc, si j'ai un soupçon de réponse, bon voilà, ça. On a 2 niveaux dans l'association des citoyens, niveau de l'aide à la décision et niveau d'aide au plaidoyer, voire plaidoyer direct de la citoyenneté. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que d'un point de vue positif aussi, la crise sanitaire nous a donné la chance d'être beaucoup plus solidaires.
Et on a eu des exemples de solidarité, de démocratie aussi solidaire et entre les citoyens. Et nous, on a pu créer un site et une plateforme qui s'appelle Voisin Voisine et qui est devenu Volontaire Solidaire et qui met en lien davantage les habitants pour s'entraider. Et je reste là. Et la troisième chose que j'allais vous dire, c'était bon appétit. Merci beaucoup. Alors, je souhaite que tout, maintenant, on peut aller manger tranquille. Je remercie